Luc Abaki, Voilà. ça fait quand même plusieurs semaines que certains médias même occidentaux annonçaient la synchronisation entre les groupes terroristes, les rebelles de libération de l'Azawad et même des hommes politiques maliens. C'était dit publiquement sur certains médias. Ça veut dire que, est-ce que Bamako n'a pas pris cette menace au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou les terroristes ont utilisé des moyens nouveaux qui ont supplie l'armée malienne? Je vais peut-être répondre à cette question, mais je reviens sur cette histoire de base arrière et tout ça. Il faut aussi tenir compte d'un élément qui est important. Le Mali, c'est 1 240 000 km². C'est très vaste. Avec une densité qui n'est pas aussi grande, à peine 22 ou 23 millions de personnes, avec une concentration dans les agglomérations, c'est-à-dire dans des villes, etc. Donc, écoutez, chers amis, c'est très important. D'espace où on peut manigancer des choses qui puissent échapper évidemment à la vigilance justement de l'armée malienne, même si elle est en train de s'équiper un temps soit peu, parce que là, la priorité, c'est de sécuriser, voyez-vous, là où il y a les grandes agglomérations et tout ça. Donc, ils ont le temps de s'agglomérer dans des zones où il n'y a pas vraiment une grande surveillance, etc. Et puis, vous savez que dans la frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est une zone vraiment pratiquement de non-droit. Vous avez vu, lorsque le Mali avait commencé à mettre du sérieux dans la sécurisation de cette zone, on a tout de suite abattu son aéronef. Vous voyez, l'Algérie a pu tester quoi pour abattre justement son aéronef. C'était un moyen extrêmement efficace qui permettait justement de limiter autant que possible l'action des terroristes dans ces zones-là. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on a handicapé exprès le Mali parce que on considère qu'avec ces moyens de bord, le Mali était sur le point vraiment de maintenir évidemment un niveau de sécurité assez élevé. Cela dit, ces genres de complicité, ces annonces, évidemment, montrent clairement que les manigances sont en réalité connues. Les officines, ce sont les officines en réalité qui fuitent ces genres d'informations pour que les gens comprennent que, mais ils ne dorment pas. Alors que le Mali est pris au sérieux ou non, ces genres d'opérations, mais ils ne peuvent que prendre au sérieux parce que le pays est en guerre. On a à la tête du pays une armée, en tout cas un régime militaire, dont la mission est justement d'extirper de tous les territoires maliens tous ces fauteurs de troubles-là. Donc ça veut dire que par nature, par essence, les gars sont déjà sur le pied de guerre, ils sont toujours aux aguets. Sauf que les moyens de bord dont ils disposent ne sont peut-être pas suffisants pour pouvoir avoir un niveau de sécurité bien résolu. De toutes les façons, nous avons la preuve. Je pense qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a 2-3 jours concernant Omar Maliko, qui, en tant que leader politique de l'opposition, qui était donc en exil en France, se retrouve au milieu des terroristes, soi-disant qu'il est allé pour rendre visite aux détenus. Vous voyez? Donc, c'est dire que le niveau de complicité avec les acteurs politiques, certains acteurs de la société civile, dont on connaît justement les sources de financement, etc., est assez élevé. Et on ne peut pas s'étonner de constater qu'il y a des traîtres, y compris même parfois dans l'armée. Vous voyez? Donc, c'est clair que ce travail-là ne peut pas avoir l'adhésion pleine et entière de tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de réussir à avoir une masse critique de citoyens maliens, aussi bien dans l'armée que dans la population, qui prend conscience de l'impératif pour chacun de contribuer à sécuriser le pays, à le stabiliser et à le construire. C'est un chemin de longue haleine, comme l'a dit l'ambassadeur, parce que justement, les impérialistes sont là et ils ne vont pas démordre par rapport à leur détermination de faire échouer cette dynamique-là. Parce que c'est une dynamique qui risque de s'étendre au reste de l'Afrique. Si jamais le modèle imprimé aujourd'hui dans le Sahel venait à prospérer. Et non pas, en tout cas, ce modèle-là n'a pas d'autre choix que de prospérer parce que là, tous les citoyens d'Afrique savent que leur salut viendra précisément de cette nouvelle dynamique qui est amorcée par là. Alors, analysons maintenant l'organisation. Chers amis, soyons directs. Ce qui s'est passé au Mali n'est pas seulement une attaque militaire. C'est un message politique. Quand des groupes armés frappent Kati, symbole stratégique de la défense malienne, ils ne cherchent pas seulement à tuer ou à détruire, ils cherchent à humilier l'État, à provoquer la peur, à tester la solidité du pouvoir et à montrer qu'ils peuvent encore frapper au cœur du dispositif sécuritaire. L'analyse de Luc Abaki est importante parce qu'elle oblige à regarder au-delà de l'événement immédiat. Il rappelle une chose fondamentale. Le Mali-Bas est un territoire immense, difficile à contrôler, avec des zones frontalières vastes, parfois désertiques, où les groupes armés peuvent circuler, se cacher, se réorganiser et préparer leurs opérations.
Dans le passage partagé, il insiste aussi sur l'idée d'une possible coordination entre groupes armés, réseaux politiques, relais médiatiques et intérêts extérieurs hostiles à la souveraineté malienne. Et c'est là que l'analyse devient très sérieuse. Je vous explique. Aujourd'hui, la guerre contre le Mali ne se joue pas seulement avec des armes. Elle se joue aussi avec la communication, la rumeur, la peur, la trahison, la désinformation et la guerre psychologique. L'objectif est clair, faire croire que l'État malien est incapable, que l'armée est dépassée, que la transition est incapable de protéger le pays. Mais il faut comprendre une chose, plus un État cherche à reprendre sa souveraineté, plus il devient la cible de ceux qui profitaient de son affaiblissement. Le Mali a changé de ligne. Il a rompu avec certaines dépendances. Il a renforcé ses alliances. Il a choisi de parler de souveraineté, de défense nationale, de contrôle du territoire, de rupture avec l'ancien système. Forcément, cela dérange. Alors oui, les attaques du 25 avril 2026 doivent être analysées comme une tentative de déstabilisation profonde. Elles visent les soldats, mais aussi le moral du peuple. Elles visent les bases militaires, mais aussi l'idée même de Mali debout. Cependant, il faut rester lucide. Accuser ne suffit pas. Il faut prouver. Et surtout, il faut répondre avec méthode. La meilleure réponse du Mali ne doit pas être seulement émotionnelle. Elle doit être stratégique. Il faut renforcer le renseignement. Il faut contrôler les complicités internes. Il faut surveiller les financements suspects. Il faut sécuriser les frontières. Il faut unir l'armée et le peuple. Et surtout, il faut éviter que l'ennemi gagne la bataille de la peur. En résumé, cette attaque révèle une chose. Le Maliba est engagé dans une guerre de souveraineté. Ce n'est pas seulement une guerre contre les groupes armés, c'est une guerre contre tout un système qui refuse de voir un pays africain reprendre son destin en main. La vraie question est donc très simple. Le Mali va-t-il reculer sous la pression ou transformer cette épreuve en moment de réveil national et réveil de liberté? À mon avis, c'est maintenant que l'unité devient une arme. C'est maintenant que la vigilance devient un devoir. Et c'est maintenant que le peuple malien doit comprendre que la souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours. Elle se défend chaque jour dans les faits. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao. Africa,